On va commencer. Bonjour à tous, Nicolas Patou. Je suis le référent des centraliers achats pour l'école centrale de Lille. Et donc, j'ai l'honneur de vous accueillir pour le deuxième épisode des Talk Achats. Donc, c'est une série d'événements qui est organisée par Centrale Supélec et qui est dédiée aux achats. Donc, c'est un événement qui est particulier parce qu'il est organisé, et c'est le premier, et sans doute pas le dernier, qui est organisé conjointement par le bureau de Centrale Supélec Achat Supply Chain, les étudiants de Centrale Supélec du master spécialisé, et aussi par les centres achats de Nantes, de Marseille et de Lille. Donc, je tiens à remercier l'ensemble des membres qui ont permis l'organisation de cet événement, donc particulièrement Célia qui est en charge du bureau central Supélec Achat, François qui est l'instigateur des centraliers achats et aussi Fabien Dumont qui est le directeur scientifique du master, donc qui ont permis qu'on puisse organiser cet événement. Donc, avant d'évoquer le thème de la conférence de ce soir, donc je précisais qu'on est en direct, donc le talk sera enregistré. Et comme vous avez pu vous en rendre compte, en tant que participant, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas poser vos questions à l'oral, mais vous pouvez poser les questions dans l'onglet dédié qui s'appelle Questions, que vous pouvez trouver en bas à droite. Donc voilà, le thème qu'on va aborder ce soir est assez singulier. Pour ceux qui ont un vernis juridique, ils connaissent un peu la notion de cas de force majeure. Et c'est vrai que la plupart des organisations ont eu ou sont prêtes à faire face à tous les imprévus, à tous les incidents qu'ils peuvent rencontrer. Parfois, mettre en place des plans de continuité d'activité. Mais là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la pandémie qu'on vit actuellement est une crise exceptionnelle et qui a on va dire des conséquences et qui crée des circonstances particulières. Donc il y a certaines de ces conséquences ou ces dysfonctionnements qui ne sont pas forcément nouveaux, mais là, par rapport à la pandémie, ils ont eu un effet décuplé, qui a eu un peu l'effet d'une loupe, d'un amplificateur, et qui a mis à jour les failles de pas mal d'organisations, mais aussi qui a créé des nouvelles opportunités. Donc le but de l'événement, de la conférence de ce soir, c'est de partager en fait ensemble de quelle manière les organisations, et plus particulièrement la fonction achat, ont profité de cette loupe et de ce contexte exceptionnel pour en tirer le meilleur. Et donc à cet égard, on a sollicité deux opérationnels et experts que je vais présenter ultérieurement, qui ont accepté de partager leur expérience. Donc initialement, on avait prévu qu'il y ait trois intervenants, mais François Zonneau a eu un empêchement de dernière minute. Donc on va pouvoir profiter encore un peu plus de nos experts, de Frédéric et Fawzi. Donc pour les présenter de manière succincte, Frédéric a une expérience de 20 ans dans le secteur automobile et a rejoint Safran en 2014 à la direction achat matières premières. Et il est aujourd'hui directeur achat et supply chain chez Safran Electrical and Power, donc le secteur aéronautique pour des avions plus électriques. Quant à Fawzi Sebouaï, il a débuté son parcours en finance. Il a rejoint Essilor il y a 22 ans. Il était CFO de la région Nord-Ouest Afrique. Puis de retour en France, Fawzi est devenu directeur des achats Europe, donc Global Category Manager sur Travel, Office, Supply et Temporary Labor. Donc, merci déjà infiniment à eux de partager leur expérience. Et merci aussi à Candice et Reda, donc, qui sont étudiants du master spécialisé à achat de Centrale Supélec, donc qui vont réaliser cet échange. Et donc, encore une fois, je rappelle que pendant les échanges, les participants ne peuvent pas intervenir avec la voix, mais ils peuvent poser des questions à tout moment et même aussi partager leurs propres enseignements s'il y a des choses qui leur parlent dans l'intitulé question. Et donc, je vais donner la parole à Candice et à Reda pour commencer les questions. Bonjour à tous, on va donc commencer la série de questions. Mise à l'épreuve par les conséquences sanitaires et économiques de l'épidémie de Covid-19, la supply chain a révélé des fragilités dans la plupart des organisations. C'est pourquoi la fonction achat doit tirer les enseignements de la crise en cours pour mieux amortir une nouvelle réplique. Et donc, pouvez-vous nous donner en 2 minutes vos actions clés pendant la crise du Covid-19, s'il vous plaît? Frédéric, peut-être vous pouvez commencer. Démarrer, Frédéric, oui, si tu veux bien. Oui. En 2 minutes, ça peut être à la fois très court et très long. En fait, ce qu'il faut peut-être aussi préciser avant tout, c'est que pendant cette crise du Covid, en tout cas pour l'aéronautique, la situation a été
tellement nouvelle et jamais vécue depuis l'origine de l'aéro que nous sommes passés grosso modo de 100% d'activité, une activité toujours en croissance, à quasiment zéro ou 20 à 30% en l'espace de quelques semaines, pour arriver aujourd'hui à peu près à 60% d'activité avant crise. Donc l'effet extrêmement fort a été de passer en quelques jours, semaines, d'une activité extrêmement forte et qui était en forte croissance à une décroissance énorme. Et donc, quand une entreprise industrielle, toute entreprise est confrontée à un tel changement de paradigme en si peu de temps, elle se met en mode survie et cherche à préserver son cash. Voilà, donc c'est le sujet prioritaire, c'est de limiter au maximum les sorties d'argent et faire en sorte que sa trésorerie soit encore viable pendant les prochaines semaines. Ça peut aller très très vite dans le monde industriel. En quelques semaines, on peut se retrouver en potentiellement dépôt de bilan. Et donc, dans l'aéro, comme dans l'auto, 70% des achats, c'est le coût de production. Et donc, en 70 à 80% de ce qui est produit provient de la part achetée. Et donc, évidemment, quand on ne produit plus ou qu'on ne vend plus, il faut ne plus l'acheter. Et donc, toute la première période a été liée à ce qu'on appelle les push-out, c'est-à-dire on a contacté nos fournisseurs pour leur expliquer qu'on n'achetait plus leurs pièces. Et tout ça, ça a pris plusieurs semaines avec des task force en permanence, tous les jours. J'avais l'ensemble des responsables d'achat pour gérer la crise et en relation permanente avec la base fournisseur pour s'assurer que qu'en fait l'ensemble des pièces qu'on avait commandées finalement n'étaient plus envoyées parce qu'on n'était plus en mesure de payer, en tout cas sur la durée. Voilà. Donc il a fallu gérer cette rentrée et cette sortie de cash à notre niveau et aussi au niveau des fournisseurs, puisque un certain nombre de fournisseurs étaient en situation de potentielle défaillance économique également. Voilà. Donc c'était un jeu à plusieurs dans une période extrêmement stressante où on a mis tout le monde sur le pont, acheteurs et acteurs de la relation fournisseur, dans un modèle d'organisation qui était finalement de l'urgence en permanence et de la gestion de risques et de crise. Voilà, en plus de 2 minutes. Hein. Merci. Moi, donc, déjà, merci de m'avoir proposé de participer à cette conférence. Côté Essilor, j'ai un background plutôt indirect catégorie, c'est-à-dire qu'en fait, je m'occupe plus des achats de services et tous les achats liés à la distribution que des achats de production. J'ai moins d'expérience à partager que vous, que Frédéric, qui lui est plutôt sur la partie technique. Donc, côté achat, sur la partie service, en fait, on a plutôt travaillé sur comment accompagner les collaborateurs dans l'évolution de l'organisation du travail. Puisque du jour au lendemain, en fait, on s'est tous retrouvés chez nous, travaillant chez nous, à peu près tous l'habitude de faire ça. Mais là, pour accompagner le collaborateur sur une période plus longue, il a fallu qu'on mette à disposition des écrans, des sièges, et tous ces achats, en fait, c'est des achats qui nous ont quand même un peu occupés dans cette période de Covid. Sur la partie production, on a été moins pénalisé parce qu'on a un système de production avec des cycles de semi-finis, c'est-à-dire qu'on a des usines qui fabriquent des verres semi-finis, et puis ensuite, c'est ça qui constitue la matière première pour les laboratoires qui ensuite, eux, fabriquent les verres surfaçés. On a la chance d'avoir des usines sur tous les continents, des laboratoires partout dans le monde, et du coup, ça a un peu, on a été moins pénalisé. Il a juste fallu, en fait, qu'on accompagne la supply chain sur le redimensionnement des stocks, c'est-à-dire qu'il fallait juste donner un peu plus d'autonomie aux différents laboratoires pour qu'ils puissent continuer à servir le marché. Il n'y a que pendant le premier confinement, le premier lockdown, où on a été
arrêté aussi, puisque tous les magasins d'optique étaient fermés. Mais dès le deuxième confinement, on a considéré que l'optique était, ça l'est d'ailleurs, un dispositif de santé, et du coup, on a pu reprendre une activité à peu près normale. Et sur cette partie, les achats ont également été mis à contribution pour soutenir nos opticiens afin de leur permettre de pouvoir réouvrir tout en respectant le protocole sanitaire. On ne s'est pas juste contenté en termes de business continuity de s'assurer de la production de nos verres. On s'est également assuré que nos partenaires, les distributeurs, étaient eux en mesure de réouvrir leurs enseignes, parce que s'ils ne peuvent pas le faire, à la fin, c'est aussi nous qui ne pouvons pas leur vendre des verres. Donc, on a été, côté achat, fortement impliqué sur toutes ces problématiques-là. Et comme le soulignait Frédéric, le cash, c'est devenu la priorité, c'est-à-dire s'assurer qu'on ne paye pas trop en avance nos fournisseurs, qu'on respecte bien les conditions négociées, et puis on a renforcé le contrôle sur toutes les demandes d'avance parce que le cash, ça reste le nerf de la guerre. Voilà. Du coup, merci Frédéric et Fawzi pour ces deux réponses. Moi, j'ai une deuxième question pour vous. On sait tous que les achats sont vus comme beaucoup plus stratégiques. Les directions des achats, du coup, ont dû faire face à des difficultés importantes d'approvisionnement, voire de sourcing. Et du coup, moi, la question que je vous pose, c'est en ce qui concerne l'approvisionnement, quelles difficultés avez-vous rencontrées et qu'avez-vous fait pour y remédier? Si Frédéric peut commencer. Alors, oui, ouais, je peux prendre la main. En fait, la problématique d'approvisionnement n'a pas été au cœur de nos soucis de cette période-là, puisque, comme je le disais précédemment, l'activité industrielle a fortement baissé. Donc, on n'a pas été dans une problématique de rupture d'appro ou de manque de pièces. Notre problème, c'était plutôt de gérer le surplus. Ça a été ça la vraie problématique au quotidien pendant cette période. Par contre, au fur et à mesure que le temps passait, on a plutôt été confronté à des problématiques de qualité, puisque en fait, vous avez en face de vous une supply chain, des fournisseurs qui ont progressivement arrêté de produire ou baissé très très fortement leur niveau de production et renvoyer des gens chez eux ou en chômage partiel ou en mode survie comme nous on l'était et surtout dans des situations initiales qui n'étaient pas forcément du même niveau que celle de Safran, à savoir Safran a toujours eu un équilibre financier, une performance financière d'un très bon niveau. Donc, quand on rentre dans la crise avec un niveau de cash et une performance d'un très bon niveau, on supporte plus facilement les à-coups. Pour beaucoup de fournisseurs, ce n'était pas le cas. Donc, on s'est retrouvé face à des fournisseurs au fur et à mesure que le temps passait qui étaient incapables de nous fournir les quelques pièces qu'on leur demandait avec un niveau de qualité requis. Et donc, beaucoup de pièces reçues qui avaient un certain nombre de problèmes qu'il a fallu qu'on traite et des délais d'approvisionnement qui se sont éventuellement rallongés. Voilà. Et donc c'est ça le vrai sujet auquel on a été confronté. Et je rajouterais qu'un autre aspect de cette crise, c'est l'accès aux prestataires logistiques qui s'est fait extrêmement rare et cher. Voilà, donc pour transporter des pièces d'un lieu A à un lieu B à travers des flux de camions ou d'avions ou de bateaux, ça a été une totale galère, si tu me permets ainsi, pour assurer l'approvisionnement des usines à certaines périodes, puisque nos prestataires logistiques qu'on utilise habituellement, qui sont des grands prestataires logistiques, ont furieuse tendance à des gens qui profitent énormément des situations de crise et en profitent pour gérer eux-mêmes la propre pénurie de camions et pour augmenter les prix
bateau ou avion d'ailleurs. Hein. Donc on s'est retrouvé avec des hausses de prix, mais très 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 fortes pendant toute cette période. Voilà pour un petit tour d'horizon. Oui, je confirme pour les compagnies maritimes et même toutes les boîtes de logistique, puisque je suis acheteur transport et logistique et c'est toujours le cas jusqu'à présent. C'est mon tour, pardon. Merci Frédéric. Et je vais un peu rebondir là-dessus. Effectivement, je pense que la difficulté qu'on a eue n'était pas tant sur l'approvisionnement, mais plutôt sur la limitation de nos engagements. Parce qu'à un moment donné, il faut ajuster son niveau d'activité, en l'occurrence à la baisse, et de façon assez brutale. Et sur la partie indirecte, toujours, on a à peu près 15% de main-d'œuvre flexible, donc à travers les entreprises de travail temporaire. Et là, il a fallu qu'on arrête tous nos contrats du jour au lendemain, donc avec des discussions assez compliquées, puisque derrière, il y a de l'humain, il y a des engagements qui se sont pris décideurs vis-à-vis de ces entreprises, puis de ces entreprises vis-à-vis des personnes qui interviennent. On a fait jouer une clause de 4 forces majeures, qui n'était pas forcément acceptée par nos entreprises, nos fournisseurs partenaires. Ça a duré un peu de temps, mais là où on a vraiment travaillé, c'est plutôt sur comment on limite nos engagements. Sur la partie approvisionnement, l'activité elle baisse, donc on a moins de besoins, comme l'expliquait à juste titre Frédéric. Et en plus, comme je le disais en préambule, on est sur un circuit un peu fermé, puisqu'on a un niveau de production avec des produits intermédiaires. Donc, on n'a pas trop eu de difficultés pour s'approvisionner. On avait surtout l'objectif de réduire nos engagements pour mettre les OPEX au niveau des ventes qui étaient en forte chute et essayer de maintenir au mieux notre contribution. Après, sur le pur aspect sourcing, ça va être une surprise pour personne si je vous dis qu'on a eu du mal à trouver des masques pour protéger nos collaborateurs, du gel. Voilà, ça faisait partie un peu du jeu. Tout le monde avait besoin du même produit au même moment. Et puis, on a essayé de faire jouer au mieux notre réseau mondial, surtout en Asie, pour obtenir des produits nous permettant d'assurer la continuité de notre activité. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Et donc, justement, la crise aussi a de plus en plus engendré un pas vers la digitalisation. Les achats ont dû utiliser les outils numériques tant dans tout ce qui était relation avec les fournisseurs que pour travailler en équipe au sein de la direction des achats. Et est-ce que vous auriez des exemples à nous donner sur les 6 derniers mois où la crise Covid, justement, a permis une accélération de la digitalisation dans votre métier ou dans des solutions qui ont pu être achetées pour les clients selon les responsabilités que vous avez? Alors, pour être tout à fait honnête et transparent, j'aurais pas tant, je dirais pas accélération de la digitalisation. Je parlerai plutôt de prise en compte de l'importance des outils, après qu'on appelle numériques ou digitaux, qui permettent d'échanger une masse d'informations importante qui aura été probablement analysée, répertoriée et catégorisée et préparée. Voilà, donc en gros, on est plus dans le besoin d'avoir des outils de crunching de data, d'agrégation de données et de traitement et d'analyse de la donnée, aussi bien au niveau de la qualité de l'information qui est détenue et aussi dans notre capacité à partager cette information avec tous les acteurs de la relation fournisseur. Alors, en gros, en fait, on s'est aperçu, en tout cas chez nous, que les métiers qui interagissent dans la relation avec la supply chain, avec les fournisseurs, sont des métiers qui ont
quand même tendance à travailler un peu en silo et donc n'ont pas l'habitude d'échanger, en tout cas dans un modèle très rapide que nous a imposé cette crise. Donc on s'est confronté finalement à la limite de nos outils. Ce qui est quand même avant de trouver le remède curatif, c'est bien de se rendre compte qu'on est malade ou qu'on a un début de maladie. Donc je dirais que plutôt que chez nous, on s'est rendu compte qu'on avait un vrai sujet à traiter et qui était pas au bon niveau de ce qu'une entreprise comme la nôtre se devait d'avoir. Et donc tous les outils de digitalisation finalement ont montré leur efficacité dès lors qu'ils existaient. Et le peu d'outils qu'on utilisait a été extrêmement efficace dès lors qu'il s'agissait d'échanger. Après, faut pas se leurrer, c'est pas lorsqu'on est en période de crise qu'on développe des outils. On a moins d'argent, donc on a moins de cash, et donc c'est pas là que le CEO de l'entreprise va signer un chèque pour acheter des nouveaux. Et donc si on n'a pas fait ce travail avant, on est confronté à une vraie difficulté au moment où on est à la tête dedans. Et donc c'est plutôt ça. Et pour pallier le problème des outils, eh bien on met des gens sur le pont. Et donc on a de plus en plus de personnes qui interagissent entre elles et on utilise des fichiers Excel et des téléphones ou des webconférences. Alors effectivement, l'outil WebConf s'est fortement développé et les gens ont appris à l'utiliser alors que ce n'était pas le cas. Donc c'est le seul outil numérique qui a vraiment énormément été développé pendant cette période-là, c'est notre capacité à être en connexion à distance, puisqu'on n'était pas du tout habitué à travailler là-dessus. Mais ça, je pense que c'est vrai dans toutes les industries. Tout le reste, on a fait le constat, au fur et à mesure que le temps passait, qu'on était très en retard. Pour finir, on s'est engagé, le groupe Safran s'est engagé dans un projet de transformation. On en a 3. Le premier, c'est la digitalisation de l'ensemble des fonctions. Donc voilà. Donc je pense qu'honnêtement, c'est depuis le début de cette année. Je pense qu'honnêtement, on a pris conscience qu'on était très en retard sur cet axe-là, et pas que sur des axes achat supply chain, de façon globale. La transformation numérique du groupe comme Safran n'est pas au niveau de ce que l'on doit attendre. Et donc on a recruté quelqu'un qui aujourd'hui est à la tête d'une structure qui fait de la digitalisation et qui aussi fait des systèmes d'information. Spécifiquement pour l'ensemble des métiers de l'entreprise. Voilà, donc la vraie transformation, c'est plutôt maintenant. Et je pense qu'encore une fois, la crise nous a permis de mettre en évidence l'importance vitale de mettre de l'énergie et des budgets sur ce sujet. Pour Essilor, on a malgré tout, en fait, et une fois de plus, moi je suis plutôt sur des métiers de distribution et des fonctions de distribution. On a apporté quelques solutions qui facilitent un petit peu la vie de tous, et on était peut-être un peu en retard, mais typiquement des solutions de signature électronique. C'était dans les tiroirs et c'est vite remonté dans les priorités pour pouvoir nous permettre de continuer à structurer nos engagements. On a mis en place quelques plateformes, par exemple pour faciliter la vie de nos opticiens dans la prise de rendez-vous. Parce que le Covid a eu pour impact de nous imposer des protocoles sanitaires. Donc les opticiens, en fait, qui en gros ont 4-5 ventes par jour, mais beaucoup de visites, ils avaient besoin en fait de s'assurer d'une prise de rendez-vous en ligne avant. Et puis les visites, on ne peut pas toucher les lunettes, il faut tout désinfecter. Donc on a vite travaillé, pareil, c'était des projets qui étaient en cours et le Covid a accéléré ça. Effectivement, comme disait Frédéric, c'est pas au moment où on perd de l'argent qu'on va décider d'investir. Par contre, on va peut-être changer la priorisation des projets. Et des projets de plateforme de prise de rendez-vous pour nos opticiens, c'était dans les tuyaux. Et là, on a mis des bouchées doubles pour que ça se mette en place.
Pareil pour nos forces de vente. En fait, on avait des projets de digitalisation de visite de nos forces de vente auprès de leurs opticiens, les déplacements étant limités. Et nous, on voulait quand même maintenir ce contact. Et puis surtout, dans cette période de difficulté, on était quand même convaincus du fait que par notre présence, ça nous permettait aussi de renforcer la relation, de les soutenir dans leur accompagnement. Donc, on a mis à la fois cette plateforme de prise de rendez-vous pour les opticiens, cette plateforme de rendez-vous virtuel que nos forces de vente pouvaient utiliser, toute la partie signature électronique. Bien évidemment, on a constaté un fort développement des outils collaboratifs qui n'étaient pas toujours utilisés à bon escient, et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est très, très à l'aise avec ça. Pareil, une petite plateforme pour les collaborateurs leur permettant de commander tous les outils qui permettent d'assurer un télétravail dans de bonnes conditions. Donc, oui, il y a quand même eu une transformation, mais surtout, je pense que ce qui va être intéressant à entrevoir, c'est comment on va pouvoir essayer de pérenniser ça et de capitaliser là-dessus. Je prendrai juste un exemple très parlant. Plus personne ne peut voyager, alors que pendant des années, on nous a expliqué que le voyage était indispensable pour faire des affaires. Et du coup, maintenant, on se rend compte que malgré tout, on arrive à faire du business sans voyager autant, et que malgré tout, on peut parler à un client à travers un ordinateur tout en gardant la même qualité d'échange. Et je pense que peut-être que le vrai challenge pour les entreprises, ça va être de voir comment on peut rendre sustainable un petit peu tout ce qu'on a dû faire un peu en mode survie, parce que malgré tout, il y a des enseignements intéressants à tirer de cette crise Covid, parce que ça nous a tous fait sortir de notre zone de confort. On est tous plein de certitudes, plein de convictions, mais là, on était face à un mur, et il a fallu qu'on s'organise. Donc, je pense que le challenge d'après, ça va être comment on fait maintenant qu'on sait tout ça. D'accord, merci pour cette intervention. Du coup, pour moi, la digitalisation et aussi pour moi aussi les achats responsables ont eu un rôle important dans la gestion de cette crise, pour notamment faciliter la relation avec le fournisseur et maintenir leur activité pendant la crise. La crise du Covid est apparue comme une opportunité de repenser en fait les stratégies et rendre ces derniers beaucoup plus responsables. Et du coup, en quoi, pour vous, la crise a accéléré la prise de conscience des achats durables? Et si vous avez des exemples, sont preneurs. Oui, alors là, sur le thème des achats responsables, j'ai à peu près la même chose que sur l'aspect du digital, hein, dans le sens où il y a plutôt là aussi une prise de conscience de l'importance des achats responsables. Alors, RSE, quoi, hein, responsabilité sociale et de l'entreprise, et environnementale, pardon. Et donc honnêtement, on ne peut pas considérer dans nos fonctions achats, en tout cas dans la mienne, parce qu'avant de faire de l'aéronautique, j'ai quand même fait de l'automobile. Il ne faut pas se leurrer, dans des grosses entreprises industrielles, les achats dits responsables RSE, c'est pas au cœur des stratégies des fonctions achats. Ça ne l'était pas. Et ce qui est vrai, c'est que en parallèle de la crise, il y a eu forcément une prise de conscience de l'importance de l'ensemble de cette approche et des achats responsables, du fait aussi de la pression environnementale. Et donc, et notamment quand on travaille dans l'aéro, il continuera à avoir énormément de pression sur cet axe-là pour faire des avions plus verts, et même si encore l'aéronautique ne représente que 3% de l'impact CO2 sur la planète, hein. C'est très très petit par rapport aux autres industries et même automobiles, hein. Donc il y a dans l'aéro le fly bashing, mais
qui met une très très forte pression sur cette industrie. Bon, loin de moi l'idée de dire qu'elle n'est pas indispensable. Je pense qu'il faut que l'aéro fasse aussi sa transformation sur cet axe-là. Et elle va le faire avec des nouvelles technologies qui vont être beaucoup plus vertes demain, parce que c'est incontournable. Sinon on va aussi fortement être impacté encore pendant très très longtemps. Donc cet impact RSE est un impact qui se fait de plus en plus fortement. La crise, avec ou sans crise, je pense que ce serait revenu quand même. Ça a été une sorte d'accélérateur. Et aussi parce que l'ensemble des marchés commence à tenir en compte de cet impact RSE dans les cotations des entreprises. Voilà. Et donc ça, c'est un facteur clé du changement d'attitude. Dès lors que les grandes structures de cotation des entreprises, qu'elles soient du CAC 40 ou pas, sera basée sur la capacité de l'entreprise en question à répondre à un certain nombre de règles et de conformité à des règles de type RSE, l'ensemble de l'entreprise va se mettre en action. Et donc, la fonction achat, la première, et on commence de façon très évidente à intégrer un certain nombre de critères RSE dans nos sourcings. Et encore une fois, la crise a été plutôt un accélérateur. Et aussi une prise de conscience de l'importance de cette activité. Et pour finir, à titre d'exemple, on utilise dans nos approches de flux logistiques, on utilise des outils qui nous permettent, qu'on appelle TMS, un peu important, qui nous permettent d'optimiser les flux logistiques et on intègre dans les sourcings qu'on peut faire sur des prestataires logistiques un certain nombre de critères qui aujourd'hui sont des critères environnementaux sur la qualité par exemple ou sur les carburants utilisés par les transporteurs logistiques. Voilà. Et on peut privilégier avec ces outils-là des prestataires logistiques qui vont nous confirmer utiliser un certain nombre de camions, par exemple, qui utilisent du bioéthanol ou plutôt des énergies qui sont alternatives et qui sont moins polluantes. On intègre aujourd'hui, dès à présent, ces critères dans nos choix de sourcing et pas uniquement les aspects coûts. Voilà. Donc ça, c'est un début, je dirais, mais il ne va faire que d'augmenter bientôt. Voilà. Pour ma part, côté Essilor, en fait, j'ai pas constaté trop de liens entre la crise Covid et le RSE. Le RSE, effectivement, c'est une problématique continue. En plus, on produit beaucoup de verre et quand on voit la matière qu'on utilise pour faire un verre, ça nous questionne au quotidien pour des questions d'environnement, mais aussi pour des questions de coût. Quand on se rend compte que 90% de la matière utilisée au départ est en partie recyclée ou a un impact environnemental, ça nous interroge bien évidemment sur notre modèle et sur notre empreinte. Il y a un projet en cours du futur où on va essayer de rassembler en fait les deux parties de la production pour réduire l'impact environnemental. Mais j'ai envie de dire, c'est continu. Et puis, oui, c'est peut-être devenu prioritaire, mais surtout parce que je crois qu'on a eu une très mauvaise dotation l'année dernière. On s'est un petit peu fait retoquer et du coup, c'est remonté encore en priorité. Dans notre relation avec les fournisseurs, on a quand même la plateforme EcoVadis qui permet en fait d'évaluer performance de l'ensemble de nos fournisseurs. On la réserve uniquement aux fournisseurs qui sont considérés comme stratégiques ou preferred, c'est-à-dire en gros, ça doit représenter à peu près 400 fournisseurs qui représentent une partie très importante de nos achats. Et pour ces fournisseurs-là, bien évidemment que quand on a des résultats EcoVadis qui ne sont pas satisfaisants, on met en place des plans d'action avec eux
pour s'assurer d'une amélioration. Donc c'est une préoccupation continue. Je n'ai pas trop constaté de lien avec la crise Covid pour Essilor, si ce n'est peut-être essayer de développer aussi des stratégies de sourcing de proximité, parce qu'on s'est rendu compte que pour le coup, le Covid mettait un petit peu à mal toutes ces logiques d'externalisation qui ont un petit peu drivé l'économie ces 20 dernières années. Donc peut-être réfléchir aussi un petit peu à comment on peut travailler à une échelle un tout petit peu plus moins large et puis tout en entretenant l'écosystème dans lequel on œuvre. Voilà, pour Essilor. Ça marche. Ben, merci à tous les deux, en tout cas, pour nous avoir donné des exemples sur les 4 points qu'on vous a posés comme questions. On va maintenant passer aux questions du chat. Vous pouvez donc poser vos questions sur le chat et nos intervenants vont essayer d'y répondre. On a une première question du coup de Sébastien Tron qui dit suite à la crise, avez-vous été confronté à une augmentation du nombre de défaillances fournisseurs et comment avez-vous géré cela? Bon, tu me laisses commencer, Fauzi, encore une fois. Si ça te va, autrement on peut changer pour les questions-réponses, ça ne me dérange pas, Frédéric. Non, aucun. Alors oui, il y a eu des défaillances fournisseurs, mais beaucoup moins que ce que l'on avait craint, notamment sur le territoire français, bien entendu. Voilà. Alors là aussi, ça, pour aborder et pour étayer un sujet comme celui-là, il faudrait plus que quelques minutes, mais il se trouve que l'activité de Safran Electrical & Power est une activité mondiale. Donc et l'ensemble des fournisseurs que nous avons, je pense que j'en ai au panel à peu près 1500 de fournisseurs dits de production, sont éparpillés sur la planète, hein, et chaque pays. Et là, on a pu constater assez clairement l'ensemble des effets des différentes politiques qui ont été mis en place dans les pays concernés. Hein, donc si on regarde le territoire français, on a eu finalement très très peu de défaillances, parce que l'État a permis, grâce à ces aides, à faire en sorte que les entreprises qui étaient potentiellement en situation de faiblesse financière continuent à subvenir à leur activité grâce à des prêts aidés et autres subventions. Donc on verra peut-être plus tard l'effet de ces prêts. C'est tout ce qu'on se dit d'ailleurs en ce moment en France, puisque en fait on considère que un certain nombre de fournisseurs ont été mis plutôt sous tutelle et sous perfusion financière par l'État, et donc on a retardé en quelque sorte les défaillances. On verra bien si l'État apporte sa contribution intelligemment et ne relâche pas son aide sur les petites entreprises qui sont potentiellement en difficulté aujourd'hui. Eh bien, ça va bien se passer. Si on leur demande de rembourser très vite, ça risque de poser un très gros problème dans les futurs mois. Donc, on s'attend plus à des défaillances demain qu'on en a eu aujourd'hui. Et donc, on en a pourtant eu en France, et on a mis en place en fait une structure, on appelle une Watchtower, où on accompagne les fournisseurs en difficulté. On essaie de les secourir aussi grâce à un organisme qui s'appelle le GIFAS, qui est un organisme aéronautique dans lequel les grands donneurs d'ordre, y compris Airbus, participent, et on apporte notre contribution financière également, nous, personnellement, pour le maintien de la supply chain et pour aider les fournisseurs qui ont des difficultés financières. Donc il y a tout un ensemble en fait d'aides et de suivi, et on va jusqu'à proposer éventuellement à des fournisseurs qui sont en situation de plus forte capacité financière à racheter des plus petits dans des regroupements. Voilà. Donc on peut être amené à
a aidé aussi à des regroupements dans le contexte actuel pour faire en sorte qu'à la sortie de cette crise, un certain nombre d'entreprises soient plus fortes qu'elles ne l'étaient en entrant. Voilà. Alors, ça c'est la France. Quand on regarde, je vais terminer là-dessus, quand on regarde ce qui s'est passé ailleurs, et notamment là sur la plaque US, c'est à la mode américaine. C'est-à-dire, c'est en chapter 11 très rapidement et ça se fait racheter. C'est extrêmement dynamique, mais beaucoup plus brutal. Et donc, on a eu quelques cas d'entreprises qui se sont arrêtées, qui ont déposé le bilan, mais qui seront repartis ailleurs autrement. Voilà. Donc finalement, quand je regarde avec le recul ces 12 mois, sur les à peu près 1500 fournisseurs que j'ai au panel, j'en ai 3 qui ont disparu. C'est très très peu. Aussi là, on n'a pas eu connaissance. Alors une fois de plus, je ne suis pas dans les métiers de la production et je pense qu'on n'a peut-être pas encore suffisamment de recul. Normalement, en France, on est effectivement un peu subventionné. Je pense qu'il y a d'autres États qui ont également soutenu l'activité. Donc, je pense que ça risque de se présenter dans les peut-être 6-18 prochains mois. J'ai pas connaissance de défaillance de fournisseurs clés, stratégiques. Puis après, j'ai pas la full picture de ce qui se passe à travers le monde. Et puis sur la partie service, il y a probablement pas mal de petites structures qui effectivement vont se retrouver dans des situations compliquées, mais sur la partie service, on est moins engagé. J'ai envie de dire, quand on travaille avec une agence de communication sur un projet, le projet est terminé, on passe à autre chose, et puis il y a moins d'impact parce que la relation n'est pas non plus pérenne. Donc non, je vois pas trop de difficultés sur la relation fournisseur. Je pense qu'on se préoccupe aussi un peu plus de notre relation avec les clients parce que pour le coup, il y a beaucoup de nos clients qui risquent effectivement de se retrouver en difficulté financière et ça va appeler peut-être des changements structurels dans le marché, des regroupements comme pour nos fournisseurs. Donc on n'a pas difficile de prévoir en fait, mais je pense que ça va faire bouger les lignes. Ok, merci. Donc, il y a d'autres questions. Je vais essayer de les synthétiser parce qu'il y a des questions qui se rejoignent. Donc, il y avait une question de Laurence qui rejoint un peu la gestion des fournisseurs. C'est quand vous avez été obligé d'arrêter de fonctionner avec certains fournisseurs, malgré le passif ou l'historique que vous aviez eu avec eux et votre capacité à bien gérer cette relation dans le passé. Qu'est-ce qui vous a aidé, enfin qui a permis aux fournisseurs de mieux accepter ces arrêts ponctuels? Je ne sais pas si Frédéric Fauzi qui commence. Ouais. On a défini un ordre. Bon, en fait, ouais. En fait, il y a plein de cas différents. En fait, parce qu'en gros là derrière, il y a eu pendant les premières périodes de la crise, en gros il y a eu différentes phases dans cette crise. En gros, il y a eu un gros tremblement de terre, et puis avec des répliques un peu plus tard en fonction des stop and go de nos clients finalement. Donc et l'aéronautique a été pendant 12 mois là extrêmement perturbée à différentes phases. Mais ce qui veut dire que la relation fournisseur a quand même été mise à rude épreuve immédiatement et puis après par différentes phases. Et finalement, on s'est au départ mis et positionné à travers une approche très juridique de la relation contractuelle, c'est-à-dire que on a fait appel effectivement à la force majeure. Tout le monde a fait appel à la force majeure. Donc ce qui était assez étonnant, c'est que finalement on était dans un cycle d'échange avec les fournisseurs où nos clients nous
expliquaient qu'ils ne pouvaient plus prendre nos pièces parce qu'il y avait une situation de force majeure. On faisait la même chose avec nos fournisseurs, donc c'est un truc un peu ubuesque où on s'est envoyé gentiment des lettres de force majeure en permanence. Voilà. Donc ça, c'est assez étonnant, mais ça a duré pendant quelques semaines pour finalement constater que ça servait à rien. Voilà. Donc après, on prend son téléphone et puis on est dans la relation humaine. Voilà. Donc ce qui fait en fait la capacité à maintenir une proximité et à faire en sorte que ces moments pénibles se passent bien, c'est qu'en fait, on est tous confrontés au même problème. Et le client, parce que plus personne ne voyage, et donc un Boeing ou un Airbus ne peut plus vendre ses avions parce que plus aucune compagnie aérienne ne les prend. Et je reviens sur ce que disait Fawzi tout à l'heure, et à juste titre, il y a des compagnies aériennes chez nos clients qui sont dans des situations dramatiques, hein, et donc elles vont disparaître. Et donc avec des regroupements. Donc les clients ont été également extrêmement impactés, et elles vont l'être encore. Avec des changements de paradigme économique qui attendent l'aéronautique dans les prochaines années, qui me paraissent assez évidents. On ne sait pas trop comment ça va se positionner demain, mais ce qui est sûr, c'est que ça va bouger fort. Hein. Et en fait, l'ensemble de la supply chain a été confronté à une perturbation permanente, et ce qui permet en fait de maintenir le lien, c'est qu'on est tous un peu secoués de la même façon, les petits comme les gros, et ça crée une forme de lien entre les individus et globalement on essaie de trouver des solutions ensemble, mais c'est avant tout de l'intelligence relationnelle entre les individus. Voilà. Et c'est vraiment ça qui a été au cœur de la problématique, au-delà de nos contrats et puis de nos règles internes et nos engagements. Ça s'est fini par un coup de fil en disant écoute, je peux pas prendre tes pièces, par contre je peux prendre celle-ci un peu plus tard. Donc voilà, donc c'est vraiment une relation d'homme à femme ou de femme à homme ou d'homme à homme ou femme à femme. Voilà, c'est ça qui a compté. Oui, je partage totalement ce constat. C'est vrai qu'il y a eu les 2-3 premiers mois de panique à bord où on a sorti nos cabinets d'avocats, envoyé des lettres, on nous demandait des choses qui étaient de fait pas possibles compte tenu de la situation. Et puis ensuite, effectivement, ça dépend de la relation. Parce que j'ai envie de dire, la relation fournisseur se construit en tant qu'acheteur. À un moment, vous savez aussi ce que vous attendez de votre fournisseur, l'importance qu'il a aussi dans votre dispositif, dans votre stratégie. Et c'est ça qui va aussi définir un petit peu ce que vous allez vous investir dans la relation. Et donc, ça a un petit peu secoué tout le monde. Mais à la fin, on savait aussi qu'il fallait qu'on s'en sorte ensemble, quoi, et que c'était pas en essayant de faire valoir ses droits qu'on allait y arriver seul. Et ça, c'est peut-être, sans rentrer dans des sujets polémiques, mais c'est peut-être un petit peu tu faisais le parallèle avec les États-Unis tout à l'heure. C'est peut-être un peu la limite de l'exercice en France. Et parfois, les entreprises sont vraiment très, très protégées. Quand je parle, par exemple, des lois de dépendance économique, il suffit que vous fassiez 25% de chiffre d'affaires avec un fournisseur pour qu'il y ait une dépendance économique et qu'il faille derrière respecter un préavis équivalent à 1 mois par année. Et donc, les petites boîtes, elles ont toujours eu cette espèce de protection qui est certes justifiée. Je ne remets pas ça en cause, mais à un moment donné, face au Covid, on n'a pas d'armes. C'est nouveau et il faut qu'on se débrouille ensemble, intelligemment, à travers la discussion, l'échange et le consensus. Et malheureusement, les entreprises françaises sont peut-être pas suffisamment habituées à ça. Heureusement, les Covid, c'est pas prévu pour que ça arrive tous les 10 ans. Autrement, on va avoir un peu de mal et puis on va finir par s'y habituer. Et là, on est quand même confronté à une situation exceptionnelle qui fait que c'est l'intelligence collective qui permet en fait à tout le monde de sortir de ça. On va tous, bien évidemment, perdre un peu d'énergie, un peu d'argent, un peu de profit. Mais si on veut que tout ça, ça reparte, c'est pas juste en se contentant de préserver
ses revenus et son bénéfice. C'est vraiment en essayant d'être un tout petit peu plus intégré, en soutenant nos fournisseurs, en soutenant nos clients, en étant un tout petit peu plus impliqués dans notre écosystème. Merci beaucoup. Du coup, moi, en fait, j'ai une question pour vous, une question personnelle, pour vous en tant que manager cette fois. Est-ce que la crise du Covid a changé votre vision du management des équipes? Et si oui, comment vous procédez aujourd'hui en tant que manager pour une meilleure performance au sein de vos équipes? Bon, je sais pas toi, Fauzi, mais en fait, ça n'a pas forcément changé en profondeur la façon de manager les équipes. Non, si c'est le fait qu'effectivement, on a pris conscience qu'on pouvait, à travers des outils numériques, gérer les GR à distance un peu plus qu'on ne le faisait auparavant. Voilà, donc il y a forcément un modèle relationnel qui s'est installé un peu différent de celui d'avant la crise, mais en dehors de ça, ça n'a pas modifié en profondeur nos modèles de gouvernance. Enfin, en tout cas pas à ce jour. Voilà, enfin bon, la question reste assez bonne et soulevée. Hein, donc, est-ce que après un an de cette crise dans laquelle on est encore, hein, est-ce que le modèle managérial doit évoluer? Bon, je n'ai pas lu grand-chose sur le sujet. En tout cas, la question mérite d'être posée. Ce qui est sûr, c'est que il va rester un certain nombre de choses qui vont perdurer après cette crise, et notamment le travail à domicile ou à distance. Voilà. Et donc, je pense que le retour en arrière va plus être possible. En tout cas, on ne se retrouvera plus au travail comme on l'était avant. Donc, est-ce que ça va induire un modèle managérial différent? Je ne sais pas dire. Ce qui est sûr, c'est que quand on gère des acheteurs et d'une relation fournisseur, à un moment donné, quand on fait un audit produit, process, et qu'on a besoin de s'assurer que votre fournisseur est au bon niveau d'exigence sur un certain nombre d'axes techniques, Je crois qu'on n'entend plus Frédéric. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je pense que Frédéric. Allô? Oui, ouais. c'est bon. Allô? C'est bon. C'est bon. Donc, je voulais. Ouais, Frédéric, je permets juste du coup, il y avait une question qui était complémentaire, mais je pense que tu y as répondu aussi. Et après, je laisserai Fawzi répondre. En plus du management, il y avait aussi une question qui était, est-ce que ça va changer tes attendus pour des recrutements futurs? Est-ce que tu vas chercher des profils différents au niveau achat par rapport à ces évolutions? Mais comme tu dis que dans le management, tu voyais pas un impact direct, je pense que tu as un peu répondu, mais je te laisse aussi répondre à cette question si ça ne te dérange pas. Oui, pas fondamentalement. Le métier d'acheteur et d'acteur de la relation fournisseur. Alors, chez Safran, on a un truc un peu plus large que simplement acheteur, c'est que on est aussi, il y a aussi dans les équipes des gens qui font de la supply chain, voilà, donc qui suivent les livraisons clients, qui suivent la qualité. Enfin bon, voilà, donc on est quand même très très opérationnel sur un certain nombre de métiers, et ces métiers restent vrais. Alors après, ce qui est sûr, c'est que l'axe digital, numérique, hein, et probablement RSE, vous avez posé deux bonnes questions, hein, même si je pense que la crise est encore une fois juste été là pour rendre compte de ce point-là et de les mettre sur le devant de la scène. Ça peut accélérer les profils d'acheteurs de demain. Voilà. Il faut absolument que ces acheteurs aient une appétence sur le numérique, le digital, ça me paraît assez évident, et probablement une conscience environnementale poussée. Voilà, c'est évident. Mais je pense qu'ils les ont déjà. Quand on sort de l'école, pour avoir quelques jeunes autour de moi dans la famille, en tout cas mes enfants, et on sent qu'ils sont quand même plus aptes à travailler sur ces sujets-là par nature. Voilà.
Oui, il y a pas mal de choses qui ont déjà été dites. Alors, fondamentalement, je pense que le fait de ne plus avoir ces contacts physiques, ça change la relation. Qu'on le veuille ou non, on n'a plus, entre guillemets, son manager sur le dos, ou en tout cas son manager à proximité quand on a besoin de lui, quand il a besoin de nous. Et c'est vrai, dans l'ensemble de l'organisation, hein, je parle pour mes collaborateurs, mais aussi pour mon propre manager. Donc, ouais, ça a un petit peu changé. On a fait un peu comme tout le monde. Moi, j'organise un virtual coffee tous les lundis matins pour avoir une petite demi-heure ensemble et échanger sur nos actualités un peu plus personnelles, parce que ça, c'est le type de discussion qu'on pouvait avoir à la machine à café. Et du coup, j'ai envie de maintenir ça. Après, dans l'absolu, je passais quasiment déjà 50% de mon temps en vidéoconférence, puisque j'ai des équipes qui sont à l'étranger. Et donc, de toutes les manières, on était quand même pas mal, même en étant en présentiel, on était pas mal en remote. Après, sur la question de l'engagement des équipes, de leur motivation, peut-être que je force un peu plus le trait sur l'empathie, parce que on est tous quand même exposés, notre santé aussi, et du coup, ben oui, moi en tant que manager, en tout cas, j'essaye peut-être d'être un peu plus bienveillant, un petit peu plus soucieux du bien-être de mon collaborateur, mais pas dans le sens, parce qu'on sait qu'il y a aussi tout le monde n'est pas dans les mêmes conditions vis-à-vis du Covid. Certaines personnes peuvent souffrir d'isolement. Donc peut-être que même si c'était déjà le cas, le Covid m'oblige plus que tout à remettre l'humain avant le collaborateur, de mon expérience personnelle, monsieur. Merci. Très clair, merci. Bah, du coup, je vais poser une dernière question parce qu'on a déjà pas mal débordé au niveau timing, mais moi, il y avait beaucoup de choses à partager et c'était très intéressant. La dernière question, mais vraiment réponse assez rapide, c'est deux questions en une. C'est est-ce que cette crise vous a fait revoir un peu votre stratégie Make or Buy? Et aussi, bon, dans la même logique, peut-être Make or Buy, en tout cas buy en pays low cost. La Chine, la reprise en Chine est déjà là. Est-ce que vous êtes prêt à suivre le rythme? Voilà, si vous pouvez répondre rapidement à ces deux questions, Frédéric Fauzi, s'il vous plaît, et puis après on va conclure. Oui, pour la politique make or buy, on a plutôt fait de make que du buy. Hein. L'idée, c'était quand même, quand on pouvait, de rapatrier de la production en interne. Hein. Ce qu'on a fait, et notamment pour des fournisseurs qui étaient quand même en situation critique. Voilà, donc, mais c'est assez faible. Hein. Après, dans l'approche du buy, bon, Fauzi en a parlé un petit peu. Le fait est que on a par nature privilégié des cycles courts. Hein. Donc effectivement, dans les choix de sourcing qui ont eu lieu pendant cette période et qui continuent, on est beaucoup plus sensible qu'avant, je pense, à la proximité du fournisseur qui produit par rapport au site qui va recevoir le produit ou qui va consommer le produit. Donc là, il y a clairement une vraie prise de conscience, je pense. Alors, peut-être qu'on ne s'en rend pas compte tout de suite, mais un vrai problème de fond. En tout cas, chez moi, ça me paraît évident. Aujourd'hui, quand j'ai un sourcing, je fais très attention au flux. Voilà. Et donc, je limite au maximum, dès que je peux, les transports de pièces qui traversent et qui sillonnent la terre avant d'arriver sur mon site. Donc, voilà. Donc ça c'est vrai. Après la Chine, oui, sur la Chine, on suit la demande chinoise, bien entendu, puisque l'aéronautique est très fortement impliquée là-bas. Je suis pas un acteur majeur en tout cas, j'achète très peu en Chine. Voilà. Donc en l'occurrence, on est plutôt dans une logique de local pour local. Voilà, on va privilégier au maximum le local pour local.
Merci, Fawzi. Oui, oui, bien évidemment que on était plus sur le make que sur le buy également, et puis aussi sur le redesign to cost, hein, et puis beaucoup à challenger la demande. Moi, ce que je dirais quand même en conclusion globalement, c'est que cette crise Covid a vraiment démontré que les achats étaient vraiment partenaires du business, parce qu'on en parle un peu partout, on explique, mais là, les achats ont été clés, clairement, tout comme les RH, pour toutes les raisons qu'on connaît d'accompagnement des mesures sociales, quoi, des mesures de protection des collaborateurs. Et aujourd'hui, ce que je ressens avec un peu de recul, c'est que le top management de l'entreprise a peut-être encore plus pris conscience de l'importance d'une direction des achats structurée pour accompagner le business, et surtout pour être capable de faire face à ce type de situation à tous les points de vue, que ce soit sur les sites de production, que ce soit sur l'accompagnement de nos clients, que ce soit sur la protection de nos collaborateurs, sur tous les fronts. L'entreprise agit à travers des actes d'achat. Et derrière un acte d'achat, il y a une stratégie, il y a une politique, et il y a, donc c'est, on va dire, plutôt de nature optimiste, donc je ne vais pas me réjouir de la Covid, mais globalement, la situation est là. Et puis, côté achat, on a un peu fait de taf, et on a vraiment montré que c'était une fonction stratégique de l'entreprise. Voilà. Okay, merci beaucoup, Fawzi. Merci, Frédéric. Merci, Candice. Merci, Reda. Je tiens d'abord à remercier tous les participants qui ont posé ces questions pertinentes. Alors, on n'a pas pu tout transcrire les questions posées, mais il y avait beaucoup de sujets. Et donc, surtout, merci infiniment à Frédéric, Fawzi, pour le temps que vous nous avez consacré, pour vos éclairages très pertinents. Je suis sûr que Candice et Reda ont appris pas mal de choses. En tout cas, j'ai appris plein de choses. Et donc, bon, en conclusion, en plus des remerciements, je pense qu'on peut dire que les achats sont le vrai vaccin contre la crise. Donc, voilà, il y a un vaccin qui est là, qui est trouvé, qui est efficace. Et c'est un vaccin contre toutes les variantes de la crise. Je suis content qu'on ait pu un peu le démontrer ce soir. Moi aussi, bon, ça me brûlait, j'ai pas pu partager, mais ça fait 15 ans que je fais des achats, que j'adore ce métier, et j'étais content du rôle clé que les achats ont pu jouer pendant cette crise, et de la reconnaissance qui en a suivi. C'est un métier d'avenir, et c'est un métier qui va vraiment être clé pour les entreprises, pour leur compétitivité et leur avenir. Bon, encore une fois, merci beaucoup à tous. Donc, on aura un prochain talk sur la digitalisation, sur lequel on va communiquer bientôt. Et je souhaite à tout le monde une bonne soirée, et au revoir. Merci. 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 Merci à vous. Au revoir. Au revoir.